Partie 1. Activité 1. A. Chaque fois que j'ai rendez-vous avec elle, je l'attends au moins 10 minutes. B. Doit-on présenter le ticket chaque fois qu'on passe devant le guichet? C. Je déclare ouverte la 23e édition du Festival du film d'aventure. D. Tu ne riras plus quand tu l'auras vu. E. À malin, malin et demi. F. Vous croyez qu'il peut encore changer d'avis? G. Vous croyez qu'il peut encore changer d'avis? H. Je crois qu'il est prêt à changer d'avis. I. S'il change d'avis maintenant, je me retire du projet. Activité 2. 1. Je n'aurais jamais imaginé une solution aussi audacieuse. 2. Tu n'imaginais quand même pas qu'il allait accepter avec le sourire. 3. Vous imaginez un instant ce qui va se passer quand ils vont recevoir ce courrier. 4. Allô, Paul? Imagine ce qui m'arrive. Je pars vivre 6 mois en Australie. Je vais enfin pouvoir terminer mon bouquin sur la musique aborigène. Tu sais, c'est la bourse dont je t'avais parlé. 5. Je n'ose imaginer que les négociations aboutissent d'ici ce soir. Tout a si mal commencé. Activité 3. 1. Il s'est enfin décidé à venir nous voir. 2. Il s'est enfin décidé à venir nous voir. 3. Il s'est enfin décidé à venir nous voir. 4. Il s'est enfin décidé à venir nous voir. Activité 4. 1. Paul a oublié de descendre la poubelle. 2. Tu ne veux quand même pas encore de la purée? 3. Je suis surprise de sa décision, surtout après sa réaction de la semaine dernière. 4. Tu vas encore en fumer une? 5. Il fera encore froid cette semaine sur la majeure partie du pays. 6. Contre toute attente, la navigatrice a encore réussi son défi. Elle devrait terminer son tour du monde avant ce soir. Activité 5. 1. On se revoit quand? Jeudi, on se retrouve chez toi? 2. On se revoit quand? Jeudi, on se retrouve chez toi. 3. C'est ce qu'il a dit? 4. C'est lui qui l'a dit. 5. L'an dernier, ça s'était déjà produit. 6. L'an dernier, ça s'était déjà produit? 7. La voisine n'a rien entendu? 8. C'est incroyable, la voisine n'a rien entendu. Activité 6. Savez-vous comment on qualifie parfois les conducteurs de métro? On les appelle des hamsters. Et oui, pour la bonne et simple raison qu'ils font des tours à longueur de journée. Et même si vous ne vivez pas dans une grande ville, là où on trouve principalement les métros, vous en avez évidemment entendu parler. C'est là que je vous conduis aujourd'hui dans cette grande entreprise qu'est la RATP, la Régie autonome des transports parisiens. Je vous ferai rencontrer un conducteur de rame qui nous vient de l'île de la Réunion. Il s'appelle Édouard Taburon et il n'imaginait pas quand il vivait sous les cocotiers
qu'un jour il passerait ses journées à quadriller sous terre la ville de Paris. Activité 7. A. Sophie Lyotard a débuté sa carrière comme journaliste indépendante il y a 14 ans déjà. Un itinéraire ponctué de rencontres déterminantes et de choix parfois difficiles. À 39 ans aujourd'hui, elle devient chargée de programme au service de politique étrangère de la principale chaîne nationale française. Elle nous raconte ses débuts avec une certaine émotion. B. Vous avez mal au dos? Vos articulations vous font grimacer? Vos dents vous empêchent de dormir? La solution n'est pas forcément l'antalgique, c'est-à-dire le remède classique contre les douleurs. Les vieilles techniques de nos grands-mères, friction, massage, onguent, cataplasme, bouillotte ou au contraire glaçons et bains salés peuvent vous convenir. N'utilisez les molécules chimiques qu'en cas de nécessité absolue. C. On y danse, on y chante, on y parle à l'école maternelle, mais pas seulement. On y joue et c'est essentiel. Au moyen du jeu, l'air de rien, c'est le jugement des enfants qui est mobilisé. Chercher des solutions aux situations souvent complexes qu'ils doivent éclaircir, trouver la pièce juste pour terminer le puzzle, mémoriser une histoire, identifier les lettres de l'alphabet, écrire tout seul son prénom, autant d'activités qui vont l'entraîner à développer l'abstraction. Car c'est à l'école maternelle, entre 3 et 6 ans, qu'on fait entrer petit à petit les savoirs de base. Activité 8. Vous savez qu'on a été très critique sur l'apprentissage par cœur, mais en fait, les jeunes enfants font ça de manière tout à fait naturelle, parce qu'ils ont énormément de plaisir à répéter. Ils aiment beaucoup se mettre dans la bouche les mots entendus chez les grands, et par ailleurs, les premières années, la mémoire travaille très vite et très bien. L'effort pour retenir de nouvelles choses est moindre. Les enfants ont le goût des sonorités nouvelles, des mots qu'ils entendent pour la première fois. Ils sont curieux des sons inhabituels, quelle que soit la langue, et c'est pour ça qu'ils adorent les comptines et que ces petites poésies très rythmiques, qui jouent avec les sons, permettent les apprentissages parce que la langue y est un objet de jeu et de découverte et les enfants, sans s'en apercevoir, mémorisent. Activité 9. Moi, vous savez, j'ai toujours adoré danser. Je suis née aux îles du Cap-Vert et la danse, elle coule dans mon sang depuis que je suis toute petite. Alors, quand j'ai commencé à gagner ma vie, je me suis payé tout de suite des cours de danse. Plein de sortes de danse. Parce que tout me faisait envie. Et un jour, j'ai suivi un stage de hip-hop et vraiment, ça a été une révélation. Tout de suite, j'ai su immédiatement que c'était celle-là ma danse. En fait, en y réfléchissant, j'ai réalisé que le hip-hop, ça me ramenait vers l'Afrique, vers mon histoire, vers mes origines. Et puis aussi, par cette danse, je me retrouve. Parce que c'est une danse de métissage. Elle est née de plusieurs danses. Et comme moi aussi je suis métissée, et qu'en plus j'aime toutes les danses et tous les rythmes, en fait le hip-hop, c'est la réunion de plein de cultures différentes. Alors forcément, je me sens complètement bien dedans. Et puis aussi, je crois qu'avec cette danse, j'ai réussi à dépasser ma haine. Parce que c'est une danse qui donne la possibilité de montrer la colère qu'on a à l'intérieur de soi. Et la colère est sortie avec le hip-hop. Et elle a même, je crois, maintenant, je crois qu'elle a disparu. En fait, d'avoir la liberté d'exprimer la violence qu'on a en soi, et pas seulement la violence physique, mais aussi la violence morale que j'avais tous les jours sous les yeux, qui était partout dans mon quartier. Ça m'a fait évoluer. Ça m'a permis de m'extérioriser, de prendre confiance en moi, d'être moins agressive, de montrer tout ce que j'avais de beau et d'unique dedans. Et puis plus tard, ça, c'était peut-être encore plus fort.
je me suis servi de ma passion dans mon travail. Parce que je suis éducatrice. J'ai eu envie de faire partager ma passion. C'est devenu mon outil de travail. En fait, dans l'animation, on essaie de faire circuler les valeurs qui aident à vivre auprès des jeunes. Et je ne l'ai pas compris tout de suite, mais j'ai découvert que ces valeurs, on les trouve dans le hip-hop en fait. La façon d'être ouvert avec les autres, la vie en groupe, l'acceptation de la différence. Et parce que ça a été d'abord mon expérience, le fait d'être passé par là moi-même, je peux comprendre les jeunes. Je peux savoir ce qu'ils ressentent à l'intérieur et les faire progresser, les faire avancer. C'est une culture qui est proche d'eux, qui leur est familière. C'est pas quelque chose qui tombe de la lune. Activité 10. Il était 7 heures environ ce matin quand le car a quitté la route et percuté violemment le mur d'enceinte d'une usine à proximité d'Orléans. Sous la violence du choc, 5 personnes âgées ont été tuées, 7 autres grièvement blessées et 12 environ plus légèrement. Le plan rouge a été déclenché par la préfecture. Une trentaine de sauveteurs sont intervenus. Ce genre d'accident spectaculaire marque les esprits. Mais le quotidien des presque 7000 morts annuels sur nos routes relève généralement de la simple imprudence d'un automobiliste. Vitesse ou alcool sont régulièrement cités, mais la faute de conduite est également très fréquente et ne fait pas de cadeau sur les routes secondaires. C'est précisément là que les 3/4 des victimes automobilistes se tuent à quelques kilomètres de chez eux. Hier, pourtant, ils étaient bien loin de chez eux, ces conducteurs qui ont roulé entre 180 et 236 km/h sur l'autoroute A10 près de Dax. 4 grands excès de vitesse commis, une fois n'est pas coutume, non pas par des Français mais par des conducteurs étrangers. Le chauffard britannique s'est distingué, il s'est offert le record, 236 km au compteur du radar. Mauvais point pour la sécurité routière anglaise, généralement érigée en exemple dans l'Hexagone. Car il faut savoir que les Anglais respectent à la lettre les règles de circulation dès lors qu'un danger, des travaux, une limitation sont signalés. Tout le monde lève le pied et revient tout de suite à une même allure modérée. Une habitude bien ancrée également en Allemagne et dans les pays nordiques. Savoir ralentir, c'est bien souvent savoir rester en vie, et ça, en France, on ne le dit jamais assez. Activité 11. Pourriez-vous nous dire ce qu'il reste aujourd'hui de ces cultures indigènes d'Amérique du Nord? Qu'est-ce qu'il reste en fait des langues pratiquées par les Amérindiens? Fernand Delage. Bien, aujourd'hui, je dirais que sur quelque chose comme une dizaine de nations amérindiennes, peu ont perdu complètement leur langue. Même si, en fait, quand elles sont parlées, ces langues le sont par quelques centaines d'individus, sinon quelques personnes, souvent âgées de plus de 50 ans. Par exemple, les Hurons, dont le nom est tiré de la langue française du mot « hure », tête de sanglier, et qu'on a appelé ainsi à cause de leur coupe de cheveux en forme de hure. Mais leur véritable nom, c'est Wanda, qui signifie « habitant de la péninsule ». Eh bien, depuis un peu plus de 100 ans, les Hurons ne parlent plus leur langue, alors qu'ils refusaient d'apprendre d'autres langues que la leur quand ils étaient une force guerrière puissante. On peut considérer la langue huronne comme une langue morte, même si la communauté fait aujourd'hui des efforts pour la faire revivre. C'est la même chose avec les Abénaquis, et le français et l'anglais sont devenus les langues secondes pour de nombreux peuples amérindiens. Activité 12. Dans le cas des Inuits, la situation est assez différente. On recense quelque chose comme une centaine de milliers d'Inuits à travers le monde qui vivent tous sur la calotte glaciaire du Québec jusqu'en Sibérie, en passant par l'Alaska et le Groenland. Mais on a, il faut bien le dire, cette chance de réunir au Québec, dans la toundra, environ 9 ou 10 000 Inuits, et ces gens-là parlent une langue commune, l'Inuktitut. Donc cet espace forme réellement une ère culturelle, ancienne, qui était là bien sûr à l'arrivée de Jacques Cartier. Et puis il y a encore 2 autres grandes familles de langues, les Algonquiens et les Iroquois. Les Iroquois, c'est un peuple sédentaire, avec une économie agraire développée, des structures politiques stables, des compétences guerrières, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont vraiment empêché les Européens d'aller à l'intérieur du territoire pendant plusieurs dizaines d'années. Et la langue iroquoise était une des 2 grandes langues utilisées dans la partie orientale du pays.
Activité 13. Extrait 1. Bonjour et merci de nous accueillir pour votre émission hebdomadaire en français sur les ondes d'une radio new-yorkaise. African Time existe depuis 1993 et c'est une émission réalisée par des Africains pour des Africains. Cela vous va-t-il comme définition ? Oui, c'est tout à fait ça. 1 heure d'antenne chaque dimanche pour donner la parole aux Africains de New York et des 3 États qui entourent la ville, mais aussi à travers tout le pays, parce que notre émission est également accessible par un site internet. Est-ce que vous avez une idée précise des gens qui vous écoutent ? Nous savons que nous avons plus de 150 000 auditeurs, originaires du Sénégal, de Gambie, de Mauritanie, du Mali, de tous les pays de cette zone, et que nous sommes très écoutés par les chauffeurs de taxi, les petits commerçants, les vendeurs de rue, les coiffeurs, toutes ces personnes qui peuvent nous écouter tout en travaillant. Très clairement, African Time est le programme le plus écouté de tous ceux qui s'adressent aux communautés africaines vivant ici. Extrait 2. Est-ce que vous avez pour ambition de toucher un auditoire plus large que celui de la communauté africaine que vous nous avez précédemment décrite ? Oui, naturellement. Plus nous aurons d'auditeurs francophones, plus nous serons satisfaits. Puisque ce que nous cherchons, c'est à créer, je pourrais dire, une confrérie autour de l'idée de francophonie. Et même si les thèmes que nous abordons s'organisent autour de problématiques qui concernent le continent africain, nous pensons qu'ils peuvent intéresser d'autres francophones, des Canadiens, des Louisianais aussi, pourquoi pas. Extrait 3. Est-ce que ce n'est pas un pari difficile de faire vivre une radio en langue française dans un environnement anglophone ? Pas vraiment. D'une part, la plupart des gens qui nous écoutent parlent mieux français qu'anglais. C'est une évidence puisqu'ils sont originaires d'Afrique francophone et que certains viennent d'arriver. Alors que l'anglais, ils ne l'étudient pas vraiment. Ils l'apprennent dans la rue et ils ne sont pas forcément assez à l'aise pour pouvoir écouter des programmes dans cette langue. Et d'autre part, bien sûr, c'est un moyen pour nous de conserver nos racines en quelque sorte, parce que bon nombre d'entre nous ont grandi dans un environnement francophone. On fait des études en français. Activité 14. Je reviens à votre remarque précédente, parce que quelque chose me semble un peu paradoxal. Vous dites qu'il y a un lien très fort entre grands-parents et petits-enfants, alors que la nouvelle génération de parents tient à marquer son indépendance. C'est bien ça ? Tout à fait, il y a, c'est exact, cette tension entre indépendance, entre générations, et aussi une certaine forme d'interdépendance des générations, avec des vrais liens de proximité. C'est ce qui caractérise la famille actuellement, la capacité à respecter l'autonomie de chacun, tout en nouant des relations affectives, des relations d'amour très proches, et en développant des aides et des solidarités. Activité 15. 1. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Votre chronique de la semaine a fait couler beaucoup d'encre. Des centaines de courriers ont été envoyés au journal. On y parle de mauvaise foi, de diffamation, etc. Qu'est-ce que vous cherchez quand vous prenez ainsi position publiquement ? Parce que ce n'est pas la première fois. On vous connaît d'autres écrits de ce type. 2. Vous revenez après une longue absence pour un film qui fait déjà beaucoup parler de lui, mais pas toujours de façon élogieuse. Quel est votre état d'esprit ? Est-ce que ce n'est pas difficile de retrouver une place qu'on avait perdue ? Et est-ce que ce film sulfureux est vraiment un bon choix pour envisager un retour ? 3. Dans le contexte de violence que nous traversons, pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de lancer une campagne pour expliquer la signalétique télévisuelle pour la protection des enfants ? 4. Vous qui êtes comédien de théâtre reconnu, est-ce que la récompense de la profession vous fait plaisir ? 5. Cette pièce dure quand même 4 heures, et on ne s'ennuie pas un seul instant. Comment faites-vous pour nous tenir en haleine avec autant de talent ? 6. Vous ne craignez pas qu'on vous reproche de récupérer le personnage à votre profit ?
7. Depuis 1 an, l'enquête a-t-elle progressé ou régressé? Où en est-on exactement? On a un peu le sentiment d'être manipulé par les déclarations officielles. 8. Qu'est-ce que ça fait de voir son affiche dans tout le pays pour illustrer une manifestation aussi prestigieuse? Activité 16. Extrait 1. La difficulté, c'est que si une comédie sur l'alcoolisme et sur des alcooliques comme celle qui nous intéresse ici ne fait pas rire, mais alors pas rire du tout, on se retrouve en tête-à-tête avec un ivrogne pendant 1h30 et franchement, ça devient pesant. Extrait 2. Pour ma part, je dois dire que j'ai trouvé son personnage d'une grande générosité, d'une fantaisie très touchante. Elle est en même temps très drôle et totalement bouleversante, donc voilà, je la trouve vraiment à la hauteur. Extrait 3. Oui, je dois dire que, même s'il en est à ses débuts, c'est de toute évidence un cinéaste. Il a un regard, il sait cadrer, il sait mettre en scène. La seule chose qui lui fait défaut encore, et c'est clair que c'est un peu embêtant quand même, c'est tout ce qui est sensibilité. Voilà, je trouve que ce qui relève du fantasme, par exemple, oui, les scènes oniriques sont absolument ratées. Elles ne disent quasiment rien, elles sont pesantes, elles cassent le rythme, et ce jeune réalisateur n'est pas encore prêt à montrer tout ce qui peut se passer de grave, de fort. L'ensemble reste un peu sec. Activité 17. Mais alors, il y a une grande différence entre le modèle assez strict, assez sévère que la grand-mère a connu lorsqu'elle était elle-même adolescente, ou plus tard lorsqu'elle est entrée dans le monde adulte, et puis le modèle beaucoup plus libéral d'aujourd'hui. Mai 68 est passé par là? Oui, tout à fait. Les personnes qui sont grand-mères aujourd'hui ont reçu une éducation liée à des valeurs qui ont volé en éclats avec le mouvement d'émancipation des années 70. Et il y a une énorme différence entre la manière dont elles ont été élevées et ce qu'elles ont donné à leurs enfants. Une éducation plus ouverte, plus respectueuse de leur personnalité, moins contraignante. Donc là, effectivement, il y a une différence importante. Mais en revanche, il y a une certaine continuité entre leur façon d'être enfant et celle qu'elles ont d'être grand-mère. Nous le savons bien, la relation aux enfants a considérablement évolué en 40 ans. Et les parents mobilisent beaucoup d'énergie autour de l'épanouissement de leurs chers petits, hésitant parfois à leur mettre des limites, de peur de les traumatiser. Étrangement, on peut se demander si ce ne sont pas les grands-parents, parce qu'ils ont encore en eux le cadre socialisant de leurs premières années, qui se chargent de donner une certaine structure à leurs petits-enfants, tandis que les parents, en raison peut-être aussi d'un mode de vie plus stressant, ont un peu démissionné. Activité 18. Si mes souvenirs sont bons, le point de départ, c'est un reportage que j'avais vu. Et c'était une femme qui le menait. Et en la voyant, j'ai compris que je voulais faire la même chose. C'est difficile à expliquer. Pourquoi exactement, je ne sais pas. À ce moment-là, ce n'était pas une décision vraiment pensée. Je savais que je voulais être sur le terrain et je voulais faire quelque chose d'utile et d'intéressant. Un peu plus de 12 ans après, le constat que je pourrais faire, c'est que mon métier est plus qu'intéressant. Je pourrais même dire passionnant, mais sur son utilité, je serais plus réservée. J'ai révisé mon point de vue là-dessus, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas grand-chose dans le système, que tout ce que je pouvais dire ou montrer ne changeait rien au cours des événements. La réalité, c'est qu'on n'est qu'un tout petit rouage dans un gigantesque engrenage médiatique, et qu'on ne décide quasiment rien. Activité 19. Vous souhaitez faire des études en France? Avant de partir, prenez la précaution d'accomplir certaines démarches. Si vous avez l'intention de séjourner en France plus de 3 mois, vous devez obtenir avant votre départ un visa étudiant long séjour auprès des services consulaires français dans votre pays.
Un délai assez long est souvent nécessaire, d'où la nécessité d'une demande d'inscription précoce auprès d'une université. Elle permet l'envoi rapide, en retour, de l'attestation de préinscription nécessaire à l'obtention du visa. Seuls les étudiants de l'Union européenne sont dispensés du visa. Les étudiants doivent être en possession d'un passeport ou, pour les étudiants de l'Union européenne, d'une carte d'identité en cours de validité. Activité 20. Extrait 1. Au début que je travaillais, j'ai passé pas mal de temps à regarder de près mes aînés. Et je me suis aperçue qu'en fait, ces défricheuses, ces femmes d'avant-garde, elles ont dû renoncer à pas mal de choses pour faire leur place dans ce métier, notamment à leur vie personnelle. Enfin, plus précisément à la maternité. Parmi toutes les filles que je connais, il y en a très peu qui ont des enfants. Et souvent, elles les ont eus tardivement. Et pour moi, c'était clair. Je voulais pas sacrifier ma vie de mère. Donc, j'ai eu des enfants quand j'ai senti que c'était le moment. Et j'ai refusé de me poser la question de savoir si c'était judicieux par rapport à ma carrière. Je les ai faits. Ils sont là. Et ils savent aussi très clairement ce que je fais. Extrait 2. Une chose est claire. Pour bien faire ce métier, il faut une forte motivation. Il faut avoir la passion de l'événement. Aller au-devant de ce qui va se passer. Et puis, une fois sur place, avoir, je crois, beaucoup de courage et une sacrée force de caractère. Parce que sur le terrain, on est seul. On ne peut pas vraiment compter sur les autres. Même s'ils sont là pour les mêmes raisons, ou peut-être justement parce qu'ils sont là pour les mêmes raisons. C'est un travail où il y a en fait de la compétition. Et il faut se débrouiller pour rapporter les images qui vont être les plus frappantes. Et c'est sans doute encore plus dur quand on est une femme. C'est même assez terrible, cette concurrence, alors qu'on a tous le même enthousiasme. Activité 21. Opinion 1. L'école devrait permettre à tous d'accéder à la classe supérieure. C'est une bien belle idée, mais dans la réalité, les pratiques pédagogiques, même innovantes, trouvent leurs limites. Je peux en parler par expérience. J'enseigne dans un quartier où les conditions sociales sont très dégradées. Et 1 an de plus n'est pas trop pour compenser ce handicap et parvenir au minimum requis. Opinion 2. Le redoublement est souhaitable lorsque l'enfant n'a pas de réel problème de capacité. Pour des raisons variées, il n'a pas assez travaillé. Lui proposer un redoublement, c'est lui donner une vraie chance de se rattraper et de montrer de quoi il est réellement capable. Opinion 3. Le redoublement est presque toujours ressenti comme un échec, parce que nos références socioculturelles n'ont pas beaucoup évolué. Il apparaît forcément comme une sanction. Il faut du temps pour digérer cette blessure d'amour-propre. Même pour ceux qui semblent bien le vivre, c'est dur d'accepter qu'on est en apparence moins bon que les autres. La confiance en soi en est toujours affectée. Opinion 4. C'est souvent par les parents que le redoublement est le plus mal vécu. Ils craignent que leurs enfants ne soient négligés parce qu'ils connaissent déjà le programme. Ils ont peur aussi que leur rejeton entre en conflit avec les professeurs et qu'ils ne tirent pas un réel profit de cette année supplémentaire. Vers l'épreuve. Activité 1. La SNCF et son personnel d'accompagnement ont le plaisir de vous accueillir à bord du TGV 4573 à destination de Tarbes. Ce train sera sans arrêt jusqu'à Bordeaux-Saint-Jean. Il desservira les gares de Dax, Puyo, Orthez et Pau. Nous vous rappelons qu'une voiture-bar est à votre disposition, voiture 17, et que ce train est non-fumeur à l'exception de la voiture 19. Activité 2.
Vous êtes en communication avec le répondeur du docteur Jouvet. Merci de laisser vos coordonnées et le motif de votre appel. Il vous rappellera dans la journée. En cas d'urgence, vous pouvez le contacter au 06 24 37 53 81. 06 24 37 53 81. Activité 3. Le propriétaire de la 306 blanche immatriculée 376 AGB 75 est prié de se présenter le plus rapidement possible au poste de sécurité situé à l'arrière du bâtiment, muni de son permis de conduire et des papiers du véhicule. Activité 4. C'est aujourd'hui 80 km de tunnels, 14 lignes différentes, dont une totalement automatisée, et pas moins de 273 stations, et c'est le métro parisien qui transporte chaque jour plusieurs milliers de voyageurs pendant près de 20 heures consécutives. Chaque ligne permet de parcourir environ 8 km sur des rails, comme les trains habituels, mais pour la plupart sous terre, et c'est ce qui différencie le train du métro. C'est le 4 octobre 1898 qu'a commencé la construction de la première ligne, qui relie la porte de Vincennes à la porte Maillot en 18 stations. Le projet d'origine prévoyait 65 km de réseau. Activité 5. Il est 21h45. Nous informons notre aimable clientèle que le magasin va fermer ses portes dans 15 minutes. Nous invitons toutes les personnes à se rapprocher des caisses et des portes de sortie. Nous vous rappelons que notre établissement sera exceptionnellement ouvert les dimanches 15 et 22 décembre de 9h30 à 20h pour vous permettre d'effectuer vos derniers achats en toute tranquillité. Notre restaurant vous proposera ces jours-là un plat du jour au prix privilégié de 3,90 €. Nous vous souhaitons une bonne soirée et serons heureux de vous accueillir demain matin à partir de 9h. Activité 6. Et oui, vos journaux sont unanimes. La manifestation d'hier a été un succès. 600 000 personnes dans la rue selon les forces de l'ordre. Le double, selon les manifestants, c'est plus que la précédente grande manifestation unitaire d'octobre 98 qui avait rassemblé près d'1 million de personnes dans la capitale. Activité 7. Située en zone d'éducation prioritaire, l'école Balzac fait partie des 20 sites pilotes du projet Espace ludique en milieu scolaire. Pour cela, une ancienne salle de classe a été réaménagée. Les enfants viennent y suivre des activités encadrées par petits groupes après leurs cours. L'objectif est de les laisser jouer d'abord librement, puis de leur faire découvrir peu à peu des jeux plus complexes. Après 1 an de fonctionnement, l'établissement en tire un bilan plutôt positif. L'image de l'école a changé. Rester après 17 heures n'est plus vécu comme une contrainte et à travers le jeu, la solidarité se développe entre grands et petits. Activité 8. Aujourd'hui, si les adultes sont convaincus des dangers du soleil pour la peau, ils ne sont pas encore conscients de l'extrême vulnérabilité de leurs enfants face au soleil. Près de 55% des parents passent plus de 4 heures sur la plage en plein soleil avec leurs enfants. Moins d'1 maman sur 2 applique de la crème solaire plus de 2 fois par jour et seulement 1 maman sur 5 renouvelle l'application d'une crème solaire après le bain. Mais les enfants sont inégaux face au soleil. 4 minutes d'exposition solaire pour un enfant, c'est comme 1 heure pour un adulte. N'oublions pas qu'une exposition excessive au soleil peut déclencher divers types de cancers de la peau, ainsi que des dommages oculaires graves. Activité 9.
Merci à vous tous. Je vous rappelle les coordonnées de l'OMEP, l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire, au 9 rue Sainte-Félicité dans le 15e arrondissement à Paris. Je vous indique également les coordonnées téléphoniques depuis l'étranger, 33 1 45 32 49 19. Activité 10. Sur notre antenne ce soir, un reportage étonnant sur la générosité des Français, à partir notamment d'une enquête réalisée au cours des 6 derniers mois sur le thème « Les Français sont-ils plus ou moins généreux que par le passé ?» D'après cette étude, les Français ont versé l'année dernière près d'1 milliard d'euros auprès d'organismes et d'associations identifiés. Cette somme ne tient bien sûr pas compte des petits montants versés chaque jour dans la rue de la main à la main. Mais la générosité, c'est aussi le don de temps et de savoir-faire distribués bénévolement dans les associations. Et c'est encore le don d'organes et le don de sang. Dans ce dernier domaine, le nombre de donneurs, environ 1 350 000 personnes, est en légère augmentation, mais il reste insuffisant. Il faut savoir aller au-devant des donneurs, dans la rue, au plus près possible des personnes, pour faciliter ce geste pas si simple qui inquiète un peu. L'enquête révèle qu'il existe encore un grand décalage entre bonnes intentions et passage à la générosité active. Ainsi, 80% des Français se disent prêts à donner leur sang, seuls 4% le font effectivement un jour. La bonne nouvelle, c'est que les jeunes commencent à s'investir. 300 000 nouveaux donneurs sont répertoriés chaque année et ce renouvellement se retrouve pour 30% dans une population jeune. Activité 11. Émilie, un conseil, la nuit prochaine, puisqu'elle sera claire, Météo France nous l'a promis, surtout n'hésitez pas à lever les yeux vers le ciel. Et oui, chère Émilie, ce sera peut-être, je dis bien peut-être, une nuit mémorable dans l'histoire de l'astronomie. Savez-vous que la Terre va traverser la trajectoire de la comète Tempel-Tuttle et qu'en principe, on devrait avoir droit à une véritable pluie, voire même une tempête d'étoiles filantes? Attendez Jacques, moi je n'en ai encore jamais vu de ces pluies ou de ces tempêtes d'étoiles filantes dont les astronomes nous parlent déjà depuis des années. Oui, c'est vrai, Émilie, mais dans les archives historiques, on a de très grandes tempêtes qui ont été observées en 1833 et en 1966, où on a vu plusieurs centaines de milliers d'étoiles filantes dans une seule nuit. Et puis, rappelez-vous, en 98, on avait parlé ensemble d'une pluie d'étoiles filantes. Elle a bien eu lieu. Simplement, les astronomes s'étaient trompés d'heure. Elle était apparue quelques heures avant le moment annoncé par les calendriers. Et en fait, ceux qui en ont le plus profité, ce sont les navigateurs de la route du Rhum 1998. Ils ont vu cette nuit-là plusieurs milliers d'étoiles filantes. Activité 12. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, vient de publier un classement des voitures les moins polluantes. Elles sont toutes répertoriées dans un guide tiré à 80 000 exemplaires et distribué gratuitement. Plus de 3 500 modèles au total. Entre les véhicules les plus propres et ceux qui sont les plus polluants, l'écart peut aller de 1 à 4. Selon ce guide, et ce n'est pas une surprise, ce sont les petites voitures qui sont les plus écologiques et les plus économiques. Ce classement sera publié chaque année avec l'objectif de pousser le consommateur à préférer les véhicules les moins gourmands et les moins polluants. Activité 13. 12 000, c'est le nombre moyen de naissances multiples chaque année. Jumeaux, plus rarement triplés et parfois même quadruplés. Ils sont faciles à repérer, même lorsqu'ils ne se ressemblent pas vraiment. Car les jumeaux sont presque toujours habillés et coiffés pareil, et que dans la tête des parents, forcément, il faut qu'ils soient toujours ensemble, et d'ailleurs qui oserait en douter? Qui oserait insinuer que ce besoin de rester collés l'un à l'autre, c'est d'abord et avant tout quelque chose de totalement fabriqué par l'éducation? Quelque chose qui évite aux parents de se poser trop de questions. Et pourtant, si l'on veut bien se rappeler qu'un enfant ne se construit jamais tout seul, mais dans un rapport aux personnes qui l'entourent de près, donc à ses parents avant tout, si on veut bien se souvenir que l'image qu'il a de lui dépend donc de ce qu'il est consciemment et inconsciemment pour ses parents,
on peut facilement admettre que si en fait, les parents d'enfants jumeaux regardent dès le début leurs enfants comme deux personnes différentes, eh bien ces deux enfants vont se construire comme deux personnes autonomes en cultivant leurs différences. Et de la même façon, si les parents n'arrivent pas à voir dans leurs jumeaux deux enfants différents, s'ils les perçoivent et les nomment comme, pourrait-on dire, une entité, chacun des enfants risque de se vivre comme la moitié de cette chose. Et quand l'un des deux sera absent, l'autre va ressentir très fortement cette absence, et s'angoisser, et appeler celui qui manque, et renforcer chez ses parents le sentiment qu'on ne peut pas séparer des jumeaux sans qu'ils en souffrent, et ainsi contribuer à alimenter ce cercle plutôt vicieux. Activité 14. Les 11, 12 et 13 mai, c'est la période dite des Saints de glace, 3 jours que les jardiniers considèrent traditionnellement comme nocifs pour les plantations, au point de conseiller de semer plus tôt ou plus tard pour éviter aux jeunes pousses de mettre le nez hors de terre l'un de ces 3 jours. Météo France semble confirmer ce coup de froid habituel qui vient du nord de l'Europe, mais n'oubliez pas qu'en 1998, le thermomètre était monté ces jours-là jusqu'à 31 degrés à Paris. Activité 15. Une fraîcheur encore remarquable sur le nord-est, une tendance orageuse sur une petite moitié sud, tendance venue d'Espagne et qui affecte essentiellement les contreforts pyrénéens. Elle s'étendra progressivement à toute l'Aquitaine et jusqu'au Massif central. Sur la majorité des départements au bord de la Méditerranée, la journée se déroulera sous un ciel sans nuages. À l'ouest, des pluies faibles accompagnées par endroits de coups de vent. En Île-de-France, le petit vent du nord maintiendra un temps sec et frais comme les jours précédents. Une journée très contrastée et des températures toujours globalement inférieures aux moyennes saisonnières qui se situeront ce matin entre 0 à Nancy et 13 à Nice et atteindront dans l'après-midi 14 à Lille et Brest et 21 à Bastia et Bordeaux. Activité 16. Annonce numéro 832-621 du 21 février 2005. L'ANPE, Agence nationale pour l'emploi, recherche pour la période estivale serveurs et serveuses de restaurants de collectivité dans le cadre d'un centre de vacances pour enfants et adolescents. Vous devez avoir moins de 26 ans, mesurer plus d'1,62 m pour les filles et plus d'1,66 m pour les garçons, être francophone mais pas nécessairement de nationalité française et justifier d'un casier judiciaire vierge. Les contrats proposés sont des CDD de 2 à 3 mois, rémunération nette 1 255 €, complétée d'une prime de repas et d'hébergement. Lieu de travail Limoges. Merci d'envoyer votre candidature à Monsieur Landon, p.landon, tout en minuscule, @anpe87.fr avant le 15 mars. Activité 17. L'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture, OFIMER, organise depuis 5 ans un concours de cuisine de poissons exclusivement réservé aux élèves de terminale des lycées hôteliers français. Le trophée des jeunes talents de la mer 2005 se déroule en 3 étapes. Dans un premier temps, les élèves intéressés par ce concours devront présenter un dossier de candidature avant le mercredi 2 février 2005. Le dossier peut être demandé par courrier, il devra comporter la fiche d'inscription correctement remplie, une recette libre sur le thème de la truite, une photo de la recette, ainsi que le coût estimé. 24 candidats seront sélectionnés à ce stade. Ils participeront aux épreuves régionales qui se dérouleront sur 3 sites différents. 3 dates à retenir. Arcachon, lycée Condorcet hôtelier, le jeudi 10 mars 2005. Marseille, section d'enseignement professionnel, lycée hôtelier, le mardi 15 mars 2005. Dinard, section d'enseignement professionnel, lycée hôtelier, le mardi 22 mars 2005. Chaque candidat devra alors réaliser 2 recettes, une entrée sur le thème de la truite et un plat sur le thème de la raie.
Chaque élève disposera du même matériel, des mêmes produits et du même temps, 4 heures. Il restera alors 6 finalistes, mais un seul gagnant. C'est le mercredi 11 mai 2005 que les 6 finalistes se retrouveront pour la dernière étape au lycée hôtelier de La Rochelle pour la grande finale devant un jury prestigieux. Ils devront réaliser 2 nouvelles recettes sur un thème encore inconnu. Le vainqueur se verra offrir un stage dans un établissement très renommé répertorié par le guide Michelin. Activité 18. Notre rédaction nous amène aujourd'hui à la chasse aux météorites, ces objets longtemps considérés comme des messages du ciel et qui sont devenus, après avoir été le domaine réservé d'une poignée de scientifiques, des objets en vogue, peut-on dire. On les recherche, on les collectionne, on les expose, on se les revend, parfois à prix d'or. Les expéditions se multiplient dans les déserts algériens, marocains ou libyens, et les scientifiques s'en réjouissent car les météorites recèlent la mémoire de notre système solaire. Il en tombe pas moins de 100 000 tonnes par an dont les 9/10 n'atteignent pas le gramme. La majorité d'entre elles proviennent de très loin. Quelques-unes, les plus intéressantes, arrivent tout droit de la Lune ou de Mars. Activité 19. Clara a 28 ans. Son premier bébé va naître dans un mois. En attendant le jour J, elle suit les cours de préparation à l'accouchement de Bertrand Le Floch. Comment a-t-elle réagi quand elle a vu arriver une sage-femme homme ? Comme je le savais, enfin, ça me pose aucun problème. Le sexe de la sage-femme me semble pas très important. Ce qui est important, c'est le contact humain qu'on a avec. Maintenant, si ce contact-là, que ce soit un homme ou une femme, n'avait pas correspondu à mes attentes, j'aurais peut-être changé de personne, mais... Ça ne vous a pas surpris ? C'est-à-dire que dans le planning, c'était le seul homme sage-femme. Mais je l'ai pas choisi parce qu'il était homme. Je l'ai choisi d'abord... En fait, le premier coup de fil, c'était parce que c'était la seule personne qui consultait le samedi. Et comme je travaillais encore, pour moi, c'était une question de pratique. Et ensuite, ça s'est bien passé. Je n'ai pas éprouvé le besoin de changer pour aller vers une sage-femme femme. Par ailleurs, je suis suivie par une sage-femme pour mes consultations mensuelles. Donc, en fait, c'est un peu complémentaire. Exemple d'épreuve. Exercice 1. Au sommaire de notre émission hebdomadaire, un rendez-vous estival bien connu de nos auditeurs. Un festival de plus en plus populaire, c'est à Langon que je vous invite ce soir. Langon, petite ville du sud-ouest de la France, noyée dans les vignes, à une 50aine de kilomètres de Bordeaux. Langon qui fête depuis près de 15 ans les musiques sans frontières aux couleurs inédites. Cette année, le Festival des Nuits Atypiques de Langon accueille une trentaine de groupes de 15 destinations différentes. Comme d'habitude, une programmation éclectique, c'est un mot qui convient bien à ce festival. Un vent de musique qui souffle de l'Afrique à l'Europe, en passant par l'Amérique latine et jusqu'à l'océan Indien. Les organisateurs attendent au moins autant de participants que l'été précédent, une vingtaine de milliers venus des 4 coins de France et d'Europe. Cette année, une attention particulière sera donnée aux tonalités indiennes, mais l'événement le plus attendu, c'est bien sûr le concert des 2 monstres de la scène que sont les 2 Manu, Manu Chao et Manu Dibango. L'arrivée des 2 artistes annoncés pour l'après-midi crée une certaine agitation dans la petite commune, plutôt paisible le reste de l'année. Et si Manu Chao participe à ce rendez-vous, ce n'est bien sûr pas un hasard pour ce globe-trotteur militant et infatigable. Le festival a en effet ouvert ses portes en donnant la parole à l'association ATTAC, Association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens, autour d'un forum participatif et du slogan maintenant bien connu « Un autre monde est possible ». Une belle appellation pour débattre des nuisances et des violences que supporte notre planète et qui la menacent au quotidien. Exercice 2. Dans le cadre de notre série d'émissions Portraits de chanteurs, c'est d'un sacré phénomène que nous allons parler aujourd'hui. Quelqu'un qui a dominé le monde de la chanson et de l'opérette pendant de nombreuses années et qui continue d'exister dans nos mémoires,
Il s'agit bien sûr de Luis Mariano. Gérer au quotidien sa célébrité n'était pas chose simple, comme nous le raconte quelqu'un qui l'a très bien connu. De tous les théâtres où il a chanté, Luis Mariano connaissait par cœur les sorties secrètes, ce qui lui permettait de disparaître incognito avant d'avoir provoqué une émeute. Il faut savoir que ses ferventes admiratrices n'y allaient pas de main morte. Certaines n'hésitaient pas à arracher les boutons de sa veste. D'autres menaçaient de se suicider dès qu'un journal faisait allusion à d'éventuelles fiançailles de leur étoile adorée. Créé en 1946, le club Luis Mariano comptait en 1954 environ 19 000 membres et 300 000 sympathisants. Quotidiennement, le ténor recevait plusieurs centaines de lettres en tout genre, demandes de photos, d'aides financières et déclarations d'amour. Pour ses adoratrices, on inventa même le mot marianite, maladie chronique et incurable, qui les atteignait de plein fouet dès qu'elles avaient vu l'artiste sur scène. Luis Mariano est né à Irún le 12 août 1914, en terre basque espagnole, mais à quelques pas de la France. Tout petit, il a déjà une voix étonnamment puissante, qui lui vaudra de la part de son grand-père le surnom de Borrequito, petit âne. À l'école, le jeune garçon est plus intéressé par le dessin que par l'arithmétique ou la grammaire. Il rêve de devenir architecte décorateur, tout en chantant des chants traditionnels basques au sein d'une chorale, car c'est là son autre passion. La vie est belle jusqu'à l'année 36. La guerre civile éclate en Espagne et sa famille, comme d'autres familles républicaines, doit passer la frontière. Elle s'installe à Bordeaux chez des amis charitables. Luis Mariano y fréquente l'école des beaux-arts jusqu'au conflit mondial, où il se trouve réquisitionné comme travailleur agricole sur un domaine viticole. Pour se donner du courage pour entraîner ses camarades, il chante les airs du folklore basque, les succès du moment ou des airs d'opéra. Le propriétaire du domaine n'en croit pas ses oreilles et le recommande au directeur du conservatoire de Bordeaux. Admis d'emblée en tant que ténor lyrique, Luis sait qu'il consacrera désormais toute sa vie au chant. Il s'installe à Paris alors qu'il n'a pas un sou en poche et perfectionne sa technique vocale auprès d'un professeur de chant de haute réputation qui de plus accepte de lui faire crédit. Quelque temps avant la Libération, Luis Mariano retrouve un ami de longue date, basque comme lui, et dont on commence à entendre parler en tant que compositeur. Il s'appelle Francis Lopez et les deux hommes ne se quitteront plus. L'heure du succès va bientôt sonner pour lui. Les émissions de variété et les galas se succèdent jusqu'à cette soirée du 24 décembre 1945, date de la création de la Belle de Cadix au Théâtre du Châtelet. Le jeune ténor est alors encore quasiment inconnu et se produit les 3 premiers jours devant une clientèle de quartier assez dispersée. Il participe alors à une émission de radio, au cours de laquelle il chante 2 ou 3 morceaux de la Belle de Cadix et le miracle se produit. Le théâtre ne désemplit plus. 11 représentations par semaine à guichet fermé. L'opérette vient de trouver son prince et son règne durera un quart de siècle. Production orale commentée. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Chi. Et moi, je m'appelle Sylvie. Merci d'être venue ici pour les examens du DELTALF. Oui, on va commencer maintenant. D'accord. Oui. Et l'article écrit par Michel Fize, sociologue au CNRS, parle de la crise d'adolescence. D'après l'auteur, il pense que la crise d'adolescence n'a rien qu'une fatalité. C'est-à-dire que la crise d'adolescence, elle existe, mais pas pratiquement chez tous les jeunes. Mais maintenant, certains psychologues, psychiatres et psychanalystes, et même les médecins, ils parlent de la crise d'adolescence du point de vue pathologique. C'est-à-dire qu'il essaye de comprendre les comportements des adolescents dans certaines périodes du point de vue pathologique, mais c'est peut-être des comportements, des paroles tout à fait normales. Donc, d'après moi, personnellement, je pense que je suis d'accord que
la crise d'adolescence n'a rien d'une fatalité. C'est-à-dire, il n'existe peut-être pas chez tous les adolescents, mais il existe. Donc, je suis plutôt favorable du nom de la crise d'adolescence. Et d'après Michel, il dit que c'est pas nécessaire d'essayer de comprendre les jeunes au point de vue pour penser qu'ils sont malades. Et moi, je pense que c'est nécessaire parce que je me souviens que quand j'avais 13 ou 14 ans, j'ai eu une crise adolescence. Et à cette époque-là, j'ai eu une très mauvaise relation entre les professeurs et même entre les camarades de la même classe. Et puis, j'ai dû arrêter 1 an et je restais chez moi. Et puis, pendant ce temps-là, je pense qu'on en souffre beaucoup. Et puis, je pense qu'à cet âge-là, on a envie de parler à tout le monde, on a envie de s'exprimer et on a envie de réaliser notre propre valeur dans la société ou même dans la classe. Hein. Donc, c'est-à-dire, c'est un très bon commencement pour réaliser quelque chose, mais quand tout ça se rencontre et il y a des problèmes de négociation, de compréhension entre les jeunes et leurs parents et leurs professeurs. Donc, je pense que à cette époque-là, il vaut mieux avoir quelqu'un qui en parle avec nous. Donc, pour moi, c'est à ma mère qui me soutient plutôt psychologiquement parce qu'elle est médecin. Donc, elle sait comment en dire, comment en parler avec moi, comment me faire sortir dans cette situation. Donc, je pense que c'est tout à fait nécessaire d'essayer de comprendre les jeunes à cet âge-là du point de vue pathologique, non, pas tout à fait pathologique, mais aussi du point de vue social, du point de vue des valeurs, des influences, des entourages. Voilà. Est-ce que vous ne croyez pas quand même que la crise d'adolescence, c'est un peu un luxe, soit dans les pays où les jeunes n'ont pas d'autres problèmes que se préoccuper d'eux-mêmes, ou bien dans d'autres pays où il peut y avoir aussi des difficultés, mais pour une catégorie de personnes assez aisées qui n'ont pas vraiment d'autres problèmes que... Est-ce qu'on peut avoir une crise d'adolescence, par exemple, quand on est dans un pays en guerre ou quand la principale préoccupation, c'est de manger à sa faim ou... Je pense que c'est pas une crise de luxe, comme vous avez dit. Et ça peut exister chez tous les jeunes dans les pays développés ou dans le pays des guerres. Hein, parce que, par exemple, par exemple, en France, on dit toujours des jeunes de cité. Eux, ils ont leur crise adolescence, mais eux, ils n'ont pas une vie très confortable, ouais. Voilà. Et puis, leur problème, c'est non seulement... c'est quand même pas avoir de la faim, avoir des problèmes comme de la guerre, mais eux, ils ont des problèmes, par exemple, de l'éducation, des environnements, d'autres choses. Ça, c'est un côté. De l'autre côté, on ne peut pas dire que chez les jeunes de Paris, de 16e, de 7e, eux, ils n'ont pas des crises d'adolescence. Oui, ils ont leurs crises. Ça, c'est peut-être à cause de leur vie sans souci. Donc ça peut exister chez tous les milieux, je pense. Il y a d'autres personnes qui disent que la crise d'adolescence, elle est absolument nécessaire
pour construire sa propre personnalité, pour devenir adulte. C'est-à-dire que effectivement que c'est une fatalité, contrairement à ce que dit Michel Fize, et que il faut en passer par là pour devenir adulte. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je suis plutôt d'accord. Oui. Parce que quand on a une crise, c'est-à-dire on en pense beaucoup, on en réfléchit beaucoup plus qu'une personne sans souci, sans d'autres problèmes. Parce que quand on a eu des problèmes, on a réfléchi comment on peut les résoudre, comment on peut les confondre, les différents problèmes, les difficultés. Donc, pendant cette période de réfléchissement, de réflexion, on devient plus mûr, je veux dire, on devient plus raisonnable, je pense. Donc, il joue, donc je pense que la crise, il joue un rôle important, non seulement négatif, mais aussi nécessaire et aussi favorable pour notre avenir. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est difficile pour les parents de faire face à la crise d'adolescence? Oui, je pense que c'est assez difficile parce que les parents, j'ai eu quand même une opposition par rapport les points de vue des parents, parce que les parents, ils pensent toujours, enfin pas toujours, pratiquement toujours les choses à leur propre point de vue, à leur propre expérience personnelle. Donc eux, ils pensent peut-être que ce qu'ils pensent, c'est correct. Mais il vaut mieux de penser les choses au point de vue à partir des situations des jeunes. Donc le problème, vaut mieux de bien négocier, de bien parler entre les parents et les jeunes, de trouver où est le problème, qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont eu, et si on peut, et puis finalement on peut savoir si on peut trouver une solution qui convient à tout le monde. Peut-être ce qui est difficile pour les parents aussi, c'est que comme il y a eu beaucoup de changements entre leur génération oui, voilà. et puis la génération de leurs enfants, ils n'ont pas vécu forcément la même chose, ils n'ont pas eu les mêmes problèmes, et peut-être ça rend les choses plus difficiles à comprendre pour eux. Oui, ça c'est vrai, mais je voudrais rappeler quand même que il faut que les parents soit avancent en même temps avec leur enfant, et comme ça on peut mieux avoir pas négociations, des compréhensions entre les deux générations, parce que souvent on dit, chez nous souvent on dit il y a une très grande écart, voilà. Écart entre 8 ans. Entre 8 ans, c'est un écart. Oui. Et puis, on peut imaginer entre parents et leurs enfants, il y a plusieurs écarts. Donc, je pense que si les parents, ils s'avancent en même temps avec leurs jeunes, du point de vue social ou psychologique, et si il accepte la même chose que les jeunes, il essaye de comprendre ce qui se passe quotidiennement dans notre vie, et je pense que ça peut être plus facile. D'accord, je vous remercie beaucoup. De rien. S'exprimer avec aisance et spontanéité.
rythme. Quand j'étais un enfant, j'avais 10 ans. J'habitais sur une île sans hiver, en Équateur. Face à l'île, une autre île. La mer entière, l'océan bleu, sable en noir et en jaune. Quand j'avais 13 ans, je vivais sur un continent. C'était un continent vert et rouge abricot. Quand j'ai eu 16 ans, le lundi à midi, je rêvais. Encore une fois, départ au loin. Quand j'avais 21 ans, je l'ai rencontré. Nous sommes allés jusqu'au bout, cœur à cœur, tour de la terre, bout de monde. Le tour est fini. Intonation. Les places boursières occidentales ont vécu une séance extrêmement animée après l'annonce surprise d'un resserrement de la politique monétaire chinoise. À New York, l'indice Dow Jones a terminé en très légère hausse de 0,03% à 10 004,4 points après avoir passé l'essentiel de la journée dans le rouge. En Europe, les bourses ont plus nettement progressé, l'indice CAC 40 gagnant par exemple 1,18% à 3 721,82 points. Afin d'éviter une surchauffe de l'économie et de contenir les pressions inflationnistes, Pékin a décidé de relever de 0,27% ses taux d'intérêt sur les dépôts à terme, portés à 2,25%. Sujet d'examen. Exercice 1. Vous allez entendre une seule fois un enregistrement sonore d'1 à 2 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis, vous écouterez l'enregistrement. Concentrez-vous sur le document. Vous aurez ensuite 3 minutes pour répondre aux questions. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Le week-end prochain, de vendredi à dimanche, les surfeurs ouvrent pour la 9e année consécutive leur campagne Initiative Océane, qui doit servir à collecter les détritus abandonnés sur les plages. Lors de la précédente édition, il y a déjà 1 an, 5500 personnes avaient nettoyé près d'une centaine de sites dans une dizaine de pays d'Europe, d'Afrique et des départements français d'outre-mer. Ces bénévoles ont rassemblé au total près de 450 mètres cubes de déchets, soit l'équivalent de 200 grandes bennes à ordures. Mais l'opération ne se limite pas au nettoyage, elle permet aussi de sensibiliser les volontaires et les flâneurs à la préservation des océans ainsi qu'au tri sélectif des ordures ménagères. Il faut préciser que la récupération des déchets n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Il faut avoir l'œil sur les plus jeunes pour éviter qu'ils ne touchent aux déchets dangereux. Il faut aussi savoir abandonner sur place les bois morts échoués. Ils aident à retenir le sable sur les dunes et à limiter l'érosion éolienne. Il faut de plus se dispenser de piétiner certaines zones où pousse une végétation sensible. L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer a publié une étude montrant que les détritus s'amoncelaient essentiellement dans l'estuaire des fleuves, près des grandes agglomérations ou encore le long des voies de passage des cargos et des bateaux de pêche. Avant de se déposer sur les plages, les déchets flottent au gré des vagues et des courants. Dans le golfe du Lion, le nombre de déchets flottants est estimé à 5,5 millions. Une partie finit par sombrer et se déposer sur les fonds. C'est le cas de 150 millions de détritus en mer du Nord et d'environ 300 millions en Méditerranée. Autre information d'importance, ce sont les emballages plastiques qui sont de loin les plus représentés, de 60 à 95% des détritus selon les sites. Nous sommes donc tous coupables, disent les surfeurs. Alors si vous vous sentez responsable de l'avenir de nos océans, n'hésitez pas à rejoindre les équipes d'Initiative Océane le week-end prochain pour participer à la grande collecte. Exercice 2.
Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 3 à 4 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis, vous écouterez une première fois l'enregistrement. Concentrez-vous sur le document. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une deuxième fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Savez-vous que l'estimation du nombre de langues parlées sur la planète se situe dans une fourchette de 6000 à 7000, et si ce nombre peut vous paraître conséquent, il atteint à peine la moitié de celui établi par les linguistes au siècle précédent. Chaque année, des langues disparaissent à jamais avec leurs derniers locuteurs, et des centaines d'entre elles ne sont plus parlées que par quelques dizaines de personnes, le plus souvent relativement âgées. Sur le net, on n'en recense actuellement que 1400, puisqu'on ne peut trouver sur le réseau que des langues qui ont une forme écrite stabilisée. Comment gérer cette diversité linguistique dans les institutions internationales? L'ONU, qui regroupe 189 États, n'en a sélectionné que 6. C'est peu quand on veut se parler et se comprendre, quand on veut véhiculer de l'information sur des sujets aussi sérieux que la guerre, l'école, le sida, les droits de l'homme, enfin toutes ces questions qui concernent plus de 6 milliards de personnes vivant sur la planète. Qu'est-ce qui a donc amené l'ONU à choisir comme langues officielles le français, l'anglais, l'espagnol, le russe, le chinois et l'arabe? La décision a été prise par ses membres fondateurs, mais elle est aussi liée à l'avancement des adhésions au fil des ans. L'ONU s'engage donc à fournir un service d'interprétation et de traduction dans les 6 langues retenues. 2 langues ont un statut spécial, l'anglais et le français. Ce sont des langues de travail qui sont privilégiées dans l'administration, mais dont l'utilisation est variable au sein des différentes agences des Nations Unies. Tout cela ne simplifie pas les choses. L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, par exemple, ont recours aux 6 langues, à la fois comme langues officielles et comme langues de travail. Mais si on regarde un autre organe principal, le Conseil économique et social, les langues officielles sont les mêmes 6 langues, mais les langues de travail sont l'anglais, le français et l'espagnol. Quant à l'Union postale universelle, c'est la seule organisation dépendant des Nations Unies qui ait le français comme seule langue officielle, et cela depuis son origine en 1876. Comment expliquer ces différents poids et mesures? Probablement parce que, historiquement, lors de la création de l'ONU, après les délibérations de la conférence de San Francisco en 1945, les moyens technologiques disponibles en matière d'interprétation ne permettaient pas d'envisager plus de 2 langues de travail. L'interprétation simultanée ne fonctionnait pas. Les échanges ne se faisaient que par interprétation consécutive, c'est-à-dire que chaque personne s'exprimait dans sa langue et qu'elle était traduite ensuite. Outre les raisons techniques, se pose bien évidemment la question du coût. Plus il y a de langues avec un statut officiel, plus il faut de ressources financières et humaines pour assurer l'interprétation et la traduction. Pour ce qui concerne la traduction, justement, elle est régie par des règles strictes. Tout document, communication d'État, rapport émanant du secrétariat, compte-rendu de réunion, etc., destiné à un organe de l'ONU, doit paraître simultanément dans chacune des langues de travail de cet organe. Le service de traduction, c'est une 60aine de traducteurs et réviseurs. Il peut être renforcé par du personnel temporaire, jusqu'à une 12aine de traducteurs supplémentaires. Un groupe de documentalistes, un groupe de terminologie et des outils informatiques qui se sont considérablement développés ces dernières années, avec notamment un accès en ligne à toute la documentation publiée depuis 1992, accompagnent ce service pour une efficacité renforcée.